Bien, alors, écoutez, merci d'être venu à Grenay dans l'estaminet, médiathèque ou la médiathèque estaminet. On a bien l'intention de s'y implanter, dans les 10 années à venir, si si Dieu nous prête vie Pas de problème. et d'ailleurs on sera à nouveau dans cet espace. Alors peut-être pas tout à fait ici, mais peut-être, dans une plus grande salle de l'autre côté, dans 15 jours où, Jacques Messiac nous parlera, de cet, épisode Le Forest, en 1934 où des mineurs polonais et leurs familles ont été gentiment, embarqués dans des trains et renvoyés en Pologne. Comme quoi l'intégration, heu, de Polonais, catholiques par ailleurs, c'est pas toujours aussi facile, qu'il y paraît. Donc il y aura des résonances aussi avec, les débats politiques, qui sont en cours autour de ces questions-là. Là aujourd'hui, on je me permets donc très rapidement de survoler ce qui a déjà été dit sur, la sortie, du dernier opus de Georges Gastaud, ici présent, donc, Dialectique de la nature vers un grand rebond. Pour autant que, l'histoire de cette, dialectique de la nature, elle a, une épaisseur, chronologique et puis il y a des enjeux. Alors je me permets de les survoler à ta place et puis tu compléteras si Survol, si survol. si nécessaire, mais cette histoire de la dialectique de la nature, on pourrait dire qu'elle est ébauchée, aperçue il y a assez longtemps, il y a 6 siècles avant notre ère, par, un certain Héraclite, un philosophe présocratique, Héraclite d'Éphèse. Elle est aperçue et ensuite elle est fondée et elle est théorisée, il y a pas loin de 150 ans par Engels, le compagnon politique et philosophique de Karl Marx. 150 ans, mais même, enfin, le texte fondateur qui va mettre la dialectique de la nature sur les fonds baptismaux, pour reprendre une de tes expressions, date de 1925, donc vous voyez, il y a presque un siècle. Ensuite, cette histoire de dialectique de la nature, elle est diabolisée en pleine guerre froide, on va dire, à travers un dossier connu sous le nom de l'affaire Lysenko, pardon. L'affaire Lysenko, vas-y, voilà. Non, mais il faut. Ah bah voilà. Donc cette affaire Lysenko et la théorie des deux sciences, avec une science prolétarienne et une science bourgeoise, va faire des dégâts, et des dégâts à l'Est, mais des dégâts à l'Ouest également. Et donc il va falloir attendre que cette dialectique de la nature soit exhumée en quelque sorte, et par les travaux des scientifiques contemporains, et par des philosophes. En France, les deux philosophes euh, qui ont travaillé depuis quelques décennies cette question. Il y a Georges Gastaud ici présent, il y a Lucien Sève, que vous connaissez aussi peut-être, qui a travaillé aussi, notamment en publiant un ouvrage à la fin des années 90. Les enjeux, c'est quand même pas un détail, parce que si on supprime du marxisme cette dimension, vous allez voir, ontologique. Alors ontologique, ça veut dire qu'avec la dialectique de la nature, on est censé parler des choses, hein, de la réalité matérielle des choses, et pas seulement, c'est pas seulement une dialectique qui se passerait dans la tête des gens, mais qui se passerait aussi dans la nature elle-même. Et si on déconnecte cette dimension donc ontologique, tu reviendras sur ce terme, du marxisme, le marxisme est réduit à une sorte de philosophie de l'histoire, avec finalement une sorte d'inconsistance à appréhender la réalité. Enfin, ça devient un grand récit, et finalement un grand récit dont on nous a invité à se passer dans tout un courant de pensée qu'on appelle le courant de pensée post-moderne en France notamment. Donc c'est pas un détail. Enfin, il y a un enjeu là important autour de cette question. Alors, deuxième point dans cette introduction rapide, il y a 4 semaines à peu près, à Paris, avait lieu un café marxiste sur la sortie de ce livre. Et il s'agit pour nous de ne pas faire doublon en fait avec ce qui a déjà été dit à cette occasion, et donc d'éclairer cet ouvrage sous un angle qui n'a pas vraiment été, qui n'avait pas pu être abordé il y a 4 semaines dans ce café marxiste. Alors, le café, enfin, cette vidéo, elle est très facile à se procurer sur YouTube, hein. Il suffit de taper dialectique de la nature, Georges Gastaud, et vous allez tout de suite voir un café marxiste qui apparaît dans le moteur de recherche. Et ce café marxiste dure presque 2 heures.
Et les 4 premiers quarts d'heure sont assez faciles à identifier, donc je vous les recommande si vous vouliez appréhender par le biais de vidéos des textes un peu difficiles, même si ça ne dispense pas de les lire. La place centrale stratégique, l'architectonique, pour employer le terme que tu utilises, du matérialisme dialectique, ça occupe à peu près le premier quart d'heure de cette conférence. On mettra le lien dans la vidéo qu'on est en train de faire. L'affaire Lysenko dont je parlais tout à l'heure, où il s'agit pour nous de déminer le terrain et de se garder bien de renouer avec un dogmatisme sans pour autant donner, enfin, abonder dans le sens d'un révisionnisme un peu capitulaire. Donc ce juste milieu, il ne s'agit pas de replonger dans une forme de marxisme dogmatique dont il s'agit de s'émanciper. Ça, c'est le deuxième quart d'heure. Le troisième quart d'heure fait le lien entre le matérialisme historique et le matérialisme dialectique, avec un enchâssement en quelque sorte de l'évolution de l'homme dans l'évolution de la nature. Et puis il y a un quatrième quart d'heure que vous pourriez également trouver intéressant, qui fait le tour du matérialisme dialectique dans la recherche scientifique contemporaine, que ce soit les mathématiques d'ailleurs, que ce soit la physique, que ce soit la cosmologie ou que ce soit la biologie. Bien, tout ça d'ailleurs étant par le fruit d'un travail de longue haleine que tu mènes depuis une dizaine d'années, développé dans Lumière commune, hein, ce texte de Georges Gastaut. Alors il est épais cet ouvrage, donc peut-être que c'est en passant par ce dernier né de la série que vous pourrez ensuite peut-être avoir envie d'approfondir des lectures. Mais par exemple, toute la dimension de dialectique de la nature dans les sciences, on la retrouve dans le tome 3 des Lumières communes. Il y a 5 tomes. Hein. Dernière remarque avant de proposer un plan de séance, pour vous dire quand même que même si on s'adresse aux amis de la science, en fait, on verra si c'est cette approche-là qui a accroché votre curiosité, mais aussi à des amis de la philosophie. Aussi, d'ailleurs, vous allez voir, aux militants progressistes que beaucoup d'entre vous êtes par ailleurs, vous allez voir que c'est quand même un terrain miné et que, d'un point de vue de la guerre idéologique dans laquelle on est embarqué, ça risque de faire quand même quelques remous, ce dernier ouvrage. Pour faire simple, hein, depuis les travaux de l'après-guerre, on pense aux travaux d'Hannah Arendt en philosophie, on a identifié le totalitarisme comme étant le fils de l'idéologie et de la terreur. Et il se trouve que l'idéologie, telle qu'elle est identifiée par Hannah Arendt, est d'autant plus dangereuse qu'elle a des prétentions scientifiques, ou en tout cas elle a des prétentions ontologiques. Bon, bref, on est en plein dedans, quoi. Hannah Arendt va avoir un successeur chez François Furet, qui va faire des ravages aussi dans l'enseignement de l'histoire. Alors là, il y a des profs d'histoire dans la salle, et on sait que François Furet va faire de la Révolution française la matrice de toutes les dictatures et de tous les totalitarismes, enfin de toutes les révolutions qui pourraient suivre. Bon, on pense ensuite à l'idée que dès qu'on va proposer une utopie sociale d'émancipation des peuples, il y a danger. On est tout de suite guetté par... Enfin, c'est l'idée de Jacques Attali, excusez de cette référence, mais qui dit au fond que l'utopie, c'est la matrice de toutes les dictatures. Bon, donc en fait, plus d'idéal politique et surtout pas de modèle émancipateur. Et François Furet va réussir quand même un coup de maître, c'est que les programmes d'histoire, si je ne m'abuse, depuis la fin du XXe siècle, ou 1995, enfin, sont articulés autour de cette idée des totalitarismes avec les trois petits cochons, comme dirait l'autre, c'est-à-dire Staline, Hitler et Mussolini. Bon, donc c'est comme ça que les gosses sont formés au lycée particulièrement. Or, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette idée de totalitarisme ne fait pas du tout l'unanimité dans le milieu universitaire. Je pense à des gens comme Johan Chapoutot, pardon, j'écorche son nom, qui, dans une vidéo très récente, qui doit avoir une quinzaine de jours, proposée par un média qui s'appelle Le Vent se lève, est interrogé sur cette notion de totalitarisme, de concept de totalitarisme, et
alors on ne peut pas l'accuser d'être un crypto-marxiste, hein, c'est un universitaire, un spécialiste d'histoire contemporaine, et il dit bah, ça fonctionne pas. Enfin, pour le nazisme, ça fonctionne pas. Pour éventuellement le fascisme italien, parce que Mussolini se réclamait du totalitarisme, mais ça fonctionne ni pour le fascisme, enfin ni pour le nazisme, et ça fonctionne pas non plus pour le stalinisme, à en croire les spécialistes de la question américains dès les années 60. Enfin, il nous dit ça. Donc la notion de totalitarisme d'un point de vue scientifique, ça marche pas. Et quant à la spécialiste qui vient nous parler de la Révolution française, je vais essayer de, voilà, Sophie Vanish ou Vanik, elle dit à peu près la même chose à propos de la Révolution française en disant ça marche pas non plus. Donc en fait, on utilise cette arme comme une arme pour faire la chasse aux idéologies, en fait, et la chasse au communisme, une arme qui est elle-même éminemment idéologique et qui finalement va servir d'obstacle à la recherche scientifique, de même que l'affaire Lysenko a pourri la recherche scientifique à une époque avec une large responsabilité du camp américain, enfin ça tu le montres assez bien dans ton texte. De même, on pourrait dire que l'enseignement de l'histoire aujourd'hui est pollué par cette notion de totalitarisme. Bien, alors la séance d'aujourd'hui, on en vient quand même à l'essentiel. On va non pas reprendre tous les points qui ont déjà été développés précédemment, mais si il le fallait, le débat qui va suivre pourrait éventuellement revenir sur l'un ou l'autre de ces aspects. Donc on s'était dit que ça serait intéressant que tu abordes finalement la question du sens, la question, le marxisme dans sa dimension axiologique, comme étant une référence sur le sens, comme étant une référence sur les valeurs, ce qui correspond à ce que tu abordes dans le tome 5 de Lumière commune, et que tu reprends d'ailleurs dans la troisième partie de l'ouvrage que tu viens nous présenter aujourd'hui. Même si, là encore, vous voyez que on nous a annoncé la fin des grands récits, des méta-récits. Enfin, pensez à la French Theory de tous ces philosophes qui sont des spécialistes de la déconstruction, et pas des moindres. Hein. Pensez à des gens comme Foucault, comme Derrida, comme Deleuze. Et on est un peu les héritiers d'un texte célèbre de Jean-François Lyotard, qui va faire du post-modernisme cette idée qu'il faut renoncer maintenant à tous ces méta-discours qui prétendraient nous donner un sens global, une rationalité dialectique globale de l'univers, de la nature et de l'histoire humaine. Alors si tu veux bien, je te propose 3 choses et je te laisse la parole. Si tu peux, dans un premier temps, nous présenter le livre et tout simplement peut-être aussi son plan, les 3 parties autour desquelles il s'articule. Après, tu feras exactement ce que tu as envie de faire. Hein. Mais c'est pas inutile quand même parce que il y a un immense progrès par rapport aux 5 tomes de Lumière commune, c'est qu'on a une table des matières très 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 détaillée, enfin détaillée, et que je pense que ça va permettre à des lecteurs qui s'étaient un peu perdus dans les Lumières communes, de rentrer par la table des matières de cet ouvrage-là, et ensuite, éventuellement, si c'est la question de l'axiologie, de se tourner vers le tome 5, si c'est la question de la gnoséologie, bref, de la théorie marxiste de la connaissance, peut-être le tome 2, enfin, et la dialectique de la nature, ça sera peut-être plutôt le tome 3, enfin, et donc ça permet donc de faire des lectures, des navettes dans nos lectures à venir. L'approche, le gros de cette intervention, ça serait intéressant que ça soit vraiment et c'est un défi. Enfin, qu'est-ce que le marxisme a à nous dire sur la question de l'idéal, sur la question du sens, sur la question de la norme, de la valeur par rapport aux faits, puisque l'un des reproches qui a pu être fait au matérialisme dialectique, je pense à des auteurs éminents comme Merleau-Ponty par exemple, qui reprochaient, tout en étant sympathisants d'une pensée marxiste dans leur philosophie d'histoire, reprochaient à des gens comme Lénine d'avoir ontologisé le marxisme et du coup d'avoir écrasé toute cette dimension de la subjectivité individuelle qui, en fait, est largement abordée par Georges dans ses travaux. Bon, donc là, on prend un peu à contre-pied une critique habituelle qui est adressée au marxisme en disant mais le marxisme a quelque chose à nous dire sur la question du sens. Et puis si on avait le temps, mais le grand projet quand même que tu présentes à la fin de ce texte, qui est le projet d'une
grande logique diamatérialiste qui resterait à écrire, mais qui serait un chantier qui s'ouvrirait devant nous, quoi. Voilà. Jean, je te laisse la parole. Bon, eh bien, merci, tu as dit beaucoup de choses tout à fait justes, hein, bien sûr. Et bon, donc je vais essayer effectivement de ne pas répéter ce que j'ai dit à Paris, et aussi peut-être effectivement de me centrer sur des questions qui sont peut-être d'intérêt plus large pour bon, les personnes qui ne sont pas nécessairement des physiciens, des mathématiciens, des biologistes et ainsi de suite, parce que la question de la dialectique de la nature est en réalité une grande question culturelle, pas simplement une question, comment dirais-je, philosophique, épistémologique, spécialisée en quelque sorte. Alors, la première des choses que je voudrais effectivement dire, par rapport à ce que Jean-François a présenté, c'est que, en effet, bon, j'ai écrit ce bouquin un peu différemment de ce que j'avais pu faire auparavant pour le livre qui s'intitule Lumière commune, traité marxiste de philosophie générale. À l'époque, donc, quand j'ai écrit le grand bouquin, là, celui qui fait 5 tomes, c'était pour montrer qu'il était tout à fait possible, pour fournir la preuve, en gros, qu'il était possible de prendre le programme de philosophie du début jusqu'à la fin en suivant une ligne marxiste, et de montrer que le marxisme, et spécialement le matérialisme dialectique, était tout à fait capable, effectivement, de traiter toutes les questions de philosophie dans l'esprit qui est le sien, dans la ligne, en quelque sorte, qui est la sienne. Alors ça m'a obligé naturellement à entrer dans le détail de beaucoup de choses, et bon, le pari même me contraignait à être, non pas exhaustif, personne ne peut l'être, mais en tout cas à aborder l'ensemble des questions philosophiques les plus importantes. Alors là, j'ai procédé un peu différemment. Donc dans ce livre, j'ai commencé, c'est la première partie du livre, par montrer que la notion de dialectique de la nature était parfaitement fondée, qu'elle n'avait rien d'extraordinaire, de baroque, de contradictoire, puisque des gens comme Jean-Paul Sartre, à une certaine époque, ont voulu montrer qu'en fait, eh bien, la notion même de dialectique de la nature était au fond une absurdité. Alors, ce n'est pas du tout une absurdité. Mais bon, je pourrais peut-être en dire 2 mots tout de même pour commencer. La deuxième partie du livre, c'est de montrer qu'elle a une actualité. Autrement dit, c'est de partir sur un certain nombre d'ouvrages. Alors, des grands ouvrages classiques de philosophie, pour montrer qu'effectivement, eh bien, c'est pas une lubie d'Engels si la dialectique de la nature a été mise en place à la fin du XIXe siècle, mais qu'on en trouve les germes chez les grands philosophes, chez Kant, chez Hegel naturellement. J'aurais pu, tu as parlé d'Héraclite, hein, qui est un des premiers philosophes de l'histoire occidentale, mais on aurait pu remonter sur certains plans à Aristote ou à Lucrèce, par exemple, c'est-à-dire les philosophes atomistes, épicuriens de l'Antiquité, ou par exemple à Diderot. Hein, on trouve des éléments chez lui, notamment dans un petit ouvrage que je vous conseille, hein, qui est court et amusant en même temps, qui est très philosophique pour autant, et qui s'appelle Le rêve de d'Alembert, qui raconte comment d'Alembert se met à rêver la nuit sans savoir que on l'écoute, qu'il y a des personnes autour de son lit qui sont en train de l'écouter et de prendre des notes, et qui va donc délivrer toute une philosophie matérialiste qui, évidemment, à l'époque, ne pouvait que heurter les conceptions dominantes et qui aurait pu le conduire en prison comme Diderot y avait lui-même été, mais c'était un rêve. Bon, donc on ne pouvait pas dire grand-chose contre ça, puisqu'évidemment, il s'était présenté comme un délire. Hein. Bon, donc une habileté littéraire, en quelque sorte. Et bien d'autres encore. Et puis des textes plus scientifiques, des textes scientifiques de notre époque, car moi, ce qui me frappe surtout, c'est que bon, je suis quand même un lecteur assidu des revues scientifiques, et je trouve que bien souvent, non pas la philosophie en tant que telle, mais ce que j'appellerais le philosophique, comme on dit le politique par différence avec la politique, eh bien, le philosophique est très présent dans ces textes, sauf que la plupart du temps, les scientifiques ne le savent pas, et qu'ils font de la philosophie ou du philosophique comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire en l'ignorant. Hein. Et donc, en fait, en gros, le projet n'est pas de plaquer sur la science une philosophie, une dialectique de la nature, un marxisme en quelque sorte qui serait parachuté de l'extérieur, mais bel et bien de l'y retrouver et d'aider en fait les scientifiques eux-mêmes à retrouver le fil rouge d'une philosophie qui est déjà chez eux, mais qui, parce qu'elle n'est pas enseignée à l'université, elle n'est pas du tout enseignée dans les lycées, dans les 3 quarts du temps, finit par être en quelque sorte ensevelie dans des considérations diverses et variées, si bien que la science, et je trouve que c'est un gros problème, n'arrive pas en quelque sorte à faire culture.
hein. Elle n'arrive pas à devenir culture, si l'on peut dire, c'est-à-dire à s'unifier, à se fédérer et à donner le ton dans la société dans laquelle nous sommes, ce qui est quand même un comble. On a des découvertes sensationnelles à notre époque, et je pèse mes mots, hein. Je reviens toujours sur l'envoi récent du télescope orbital James Webb, il n'y a pas si longtemps dans l'espace, et qui nous permet effectivement, selon le principe que regarder très loin, regarder, si vous voulez, très loin dans le ciel, en quelque sorte, c'est regarder très ancien, à cause de la vitesse de la lumière qui met un certain temps pour nous arriver, elle est finie, elle est très grande, évidemment, 300 000 km/s, mais à l'échelle des distances stellaires, évidemment, elle met beaucoup de temps à nous arriver. Et donc, quand on voit l'univers très lointain, on aperçoit l'univers ancien. Et donc, ici, il y a des choses extraordinaires qu'on peut découvrir. On peut littéralement remonter, en quelque sorte, le fil de la création, ou plus exactement, employons pas le mot création, il est ambigu, il est chargé religieusement, mais de là, du développement, en quelque sorte, du développement de l'univers. Alors, tout cela me paraît d'autant plus extraordinaire et intéressant que, comme l'a dit Jean-François, nous vivons sous la dictature idéologique du postmodernisme. Bien sûr, la plupart des gens ne connaissent pas ce mot, mais la philosophie, et la mauvaise en particulier, n'a pas besoin d'être connue pour dominer, bien au contraire. Moins on la connaît, plus elle domine, plus facilement elle domine. Et donc le postmodernisme nous assassine sans cesse en nous disant que nous vivons la fin des grands récits, que c'est terminé pour les grands récits, et dans les grands récits, on met aussi bien, en gros, des récits d'origine scientifique que les grands récits religieux. Par exemple, évidemment, l'Ancien Testament et le Nouveau racontent un grand récit, c'est-à-dire la manière dont Dieu crée le monde, c'est la Genèse au départ, puis ensuite, eh bien, Adam et Ève se comportent mal, ils sont chassés du paradis, et donc commence une histoire d'errance, et qui va mener jusqu'à la rédemption, hein, donc c'est le Christ, et puis ensuite, effectivement, lorsque l'humanité aura plus ou moins été confrontée à un devenir chrétien ou pas, eh bien, il va y avoir bon, l'Apocalypse, si vous voulez, et le jugement dernier. Tout ça, c'est un grand récit. C'est un grand récit, celui de la rédemption de l'humanité et du châtiment des méchants. Bon, et tout ça, on le met dans le même sac que le marxisme, hein, et on dit c'est la fin des grands récits. Ce qui est d'autant plus extraordinaire qu'en réalité, nous vivons bien la fin des grands récits religieux, du point de vue, disons, des faits, de ce qu'on peut savoir aussi bien en histoire qu'en archéologie, que dans le domaine scientifique plus général, celui de la théorie de l'évolution biologique, par exemple. Plus personne ne peut croire sérieusement que le monde, que l'univers a été créé en 6 jours, et des choses de ce genre, hein, c'est quand même fini. Ou alors il faut vraiment dire que c'est allégorique, il faut prendre ça au deuxième, au troisième ou au quatrième degré. Mais pour autant, il y a bel et bien des grands récits qui se découvrent petit à petit et qui sont scientifiquement fondés. Qui sont scientifiquement fondés. J'écoutais aujourd'hui même une émission sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Eh bien, on arrive à remonter, grâce à l'étude des poteries et de toute une série de choses, sur à peu près 2500 années d'histoire de la Nouvelle-Calédonie, avant même que les colonisateurs blancs ne débarquent là-bas, si vous voulez. Donc, c'est pas vrai que c'est la fin des grands récits. C'est la fin des grands récits mythologiques, des grands récits religieux. Mais il faut comprendre qu'il peut y avoir effectivement une relève qui serait prise à ce moment-là par des grands récits de type rationnel, logique, scientifique, etc. Et que ça pourrait diablement nous aider. Et c'est là qu'on touche à l'aspect idéologique, à l'aspect politique même. Comme nous vivons une drôle d'époque dans laquelle la science ne s'est jamais aussi largement développée, mais que dans le même temps, on voit bien aussi que cette époque est dominée idéologiquement par d'extraordinaires régressions idéologiques. Quand on voit qu'aux États-Unis, sans entrer dans des débats très pointus, des personnages comme Trump peuvent faire florès, quoi, en quelque sorte, avec des conceptions sur la vie, la famille, les gens, etc., qui sont quand même d'une arriération absolument extraordinaire. Quand on voit que, bon, fleurissent aussi des conceptions intégristes, que ce soit, disons, d'inspiration chrétienne, catholique ou protestante, que ce soit d'inspiration juive, que ce soit d'inspiration musulmane, et ainsi de suite, bon, on se dit quand même que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors qu'on n'a jamais eu tant d'armes, en quelque sorte, pour fédérer les conceptions rationnelles, les conceptions laïques, les conceptions, en quelque sorte, matérialistes, employons le terme. Hein. Eh bien, pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Et c'est là que moi je dis qu'il y a un gros manque, il y a un gros manque dans le tableau,
c'est que les marxistes ne défendent plus leur théorie, et notamment n'en défendent plus les éléments les plus, comment dire, ceux qui ont été les plus disputés par l'adversaire. Et la dialectique de la nature en fait partie. Il est entendu que c'est une affaire classée. Dans les milieux universitaires, on vous dit, en gros, c'est une affaire classée. Je n'y crois pas. Ah bon, parce qu'il y a besoin d'y croire ou de ne pas y croire, en quelque sorte, à ce genre de choses. Et il ne faut pas se demander d'abord s'il n'y a pas du vrai là-dedans, quoi, tout simplement, en étudiant un certain nombre de données. Alors là-dessus, par conséquent, il me semble qu'il est nécessaire d'opérer une contre-attaque, une contre-offensive, de ne pas se laisser éternellement dominer par les idées que l'affaire est réglée, que bon, voilà, c'est terminé, hein, donc le marxisme est une affaire close, ou à la rigueur, on veut bien le laisser dans le domaine de l'histoire, mais à condition, bien entendu, qu'on ne s'adresse pas aux profs d'histoire, parce que là, on dira qu'il est également fort clos dans le domaine historique. Mais bon, par exemple, eh bien, des physiciens qui se piquent de faire de la philosophie vont vous dire que le marxisme, eh bien, peut-être ça a du sens en histoire, en économie, mais en tout cas, que la dialectique de la nature n'a rien à nous dire en physique, en biologie, etc., etc. Chacun veut bien du marxisme, mais sur le terrain de l'autre. Comme ça, jamais personne ne se confronte à des problématiques, disons-le d'un seul mot, révolutionnaires. Hein. Et comme ça, eh bien, les vaches sont bien gardées en quelque sorte, parce qu'elles sont toujours à la charge du voisin, si on peut dire. Hein. Alors voilà, donc ça c'est un peu le sens de cette intervention, et vous, comme vous le voyez, elle n'a pas qu'une orientation purement théorique, conceptuelle. Je suis comme vous tous préoccupé par la situation mondiale, par la situation française, et ainsi de suite. On pourrait même se dire, je me disais ce soir en venant là, bon, vu ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, etc., et chez nous, hein, tout simplement, avec les nouvelles catastrophiques qui s'accumulent tous les jours, indemnité chômage, statut de la fonction publique, remboursement maladie, enfin bref, on pourrait faire une liste longue comme le bras. Est-ce que c'est bien censé de faire une séance sur la dialectique de la nature? Et oui, alors évidemment, il y a des choses très directes sur lesquelles on pourrait intervenir plus longuement, mais il y a ce que l'on appelle le combat culturel. Et le combat culturel, il est beaucoup plus vaste. Si par exemple en 1789, il a pu y avoir une révolution dans notre pays, c'est parce qu'il y avait eu auparavant, eh bien, au moins un siècle de bataille idéologique autour de la question de ce qu'on a appelé, surtout après coup, les Lumières, en quelque sorte. Et par conséquent, le fond de l'air, en quelque sorte idéologique, permettait au combat révolutionnaire de prendre comme un incendie qui prend, bon, comme une allumette qui tombe sur un terrain, disons, sec, va finir par déclencher un incendie. Si elle tombe sur un terrain mouillé, il ne se passe rien, évidemment. Et donc ici, c'est tout ce que le théoricien marxiste Antonio Gramsci, hein, un théoricien italien, Gramsci, appelait l'hégémonie culturelle, la bataille de l'hégémonie culturelle. Il faut mener la bataille de l'hégémonie culturelle, et il faut la mener dans ses grandes largeurs, pas simplement sur des problèmes immédiats, aussi importants soient-ils. Parce que les problèmes immédiats eux-mêmes, on ne les gagne pas si le fond de l'air ne devient pas un peu moins brun qu'actuellement il n'est, un peu plus rouge en quelque sorte qu'actuellement il n'est. Et ça, ce sont des batailles de long terme, des batailles qui concernent l'histoire, qui concernent l'économie, qui concernent la philosophie, qui concernent la science. Et voilà pourquoi il faut effectivement aussi se battre, me semble-t-il, sur des questions qui peuvent paraître au départ abstraites, pour ne pas dire abstruses en quelque sorte, c'est-à-dire complètement incompréhensibles et ainsi de suite. Et il est vrai que ce sont des questions difficiles. Il est vrai que, bon, quand on veut s'intéresser à ça, il faut chercher un petit peu ce qui se fait en physique, en chimie, en biologie, parfois même en mathématiques et ainsi de suite. Et évidemment, ce sont des terrains très complexes. Mais du coup, il ne faut pas non plus se laisser piéger par ça. Parce que, au fond, la science, en réalité, c'est une visée de rationalité. Et la raison, nous la partageons tous. Il faut partir de la phrase de Descartes, hein, un des pères fondateurs, en quelque sorte, de l'esprit scientifique moderne. Le début du discours de la méthode est assez connu. Il dit que la raison ou le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Hein, et que donc, bon, nous pouvons discuter parce que nous partageons la raison. Hein, nous communiquons par le biais de la raison. Le simple fait que nous soyons capables de parler et de nous comprendre montre que nous accédons à de la rationalité. Et par conséquent, il faut partager la science. La science ne vaut au final que d'être partagée, quelque part. Elle ne vaut pas seulement, il ne faut pas le croire, il ne faut pas croire en quelque sorte les capitalistes qui nous disent ça, au fond, qu'elle vaut essentiellement pour les applications techniques.
qu'elle vaut pour faire voler des fusées ou des missiles, hein. Elle vaut avant tout, me semble-t-il, pour comprendre le monde. Et à partir de là, pour en devenir un acteur, et non pas simplement un spectateur qui, comme les vaches, regarde passer en quelque sorte le train de la modernité et en attendant d'aller elle-même à l'abattoir, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, c'est ça un petit peu l'objet. Alors, je reviens maintenant sur la question du sens, hein, dont a parlé Jean-François, parce qu'elle est évidemment très importante. La question du sens, alors ça veut dire quoi la question du sens? Eh bien, si vous voulez, il fut un temps où peut-être d'une façon un peu naïve, et je ne me situerai pas à ce premier degré, un certain nombre de marxistes, avant moi, ont beaucoup tablé sur ce qu'ils appelaient le sens de l'histoire. Et où, en gros, je vais la faire simple, je vais la faire un peu caricaturale, on pouvait dire, bah, la révolution est certaine, et le communisme et les lendemains qui chantent adviendront, parce que c'est le sens de l'histoire. Et même, certains pouvaient ajouter, en s'appuyant sur la dialectique de la nature d'Engels, mal lu ou lu de travers, que c'était aussi le sens de la nature, hein. Et donc, bon, voilà, il y avait une sorte de TGV, là, comme ça, qui allait nous conduire vers un avenir radieux. Bon, on a bien vu que de toute façon, l'histoire ne marche pas comme ça, qu'il y a des retours en arrière qui sont parfois extrêmement graves, hein, qu'il n'y a pas seulement des révolutions dans l'histoire, mais des contre-révolutions, pas seulement des réformes, mais on est tous payés pour le savoir, des contre-réformes, et ainsi de suite. Donc, comme disait Lénine, qui lui ne partageait pas cette espèce d'optimisme béat, hein, quand il disait que la révolution, ce n'est pas la perspective Nievski. La perspective Nievski, c'est une grande avenue bien droite, rectiligne, de Pétrograd, de Saint-Pétersbourg maintenant, quoi. Et que bon, il savait très bien que s'il y avait révolution, il pouvait y avoir contre-révolution, et que le grand mot de Lénine, quand il finit d'écrire ses textes, c'est toujours « qui l'emportera ?» Point d'interrogation. Qui l'emportera, c'est pas réglé d'avance, on ne peut pas le dire d'avance, et ainsi de suite. Mais attention, il ne faut pas déduire de ce que je viens de dire que l'histoire, que la nature, que le monde, que l'être en général est en quelque sorte offerte à ce que j'appellerais le contresens ou le non-sens. Il ne faut pas passer, si vous voulez, en gros d'un extrême à l'autre. Auparavant, un sens qui est déjà tout balisé, il suffit de suivre les balises, là, comme les skieurs dans la neige, en quelque sorte, suivez les petits drapeaux rouges qui dépassent, et puis tout ira très bien. Et il ne faut pas passer en sens inverse, en disant que non seulement l'histoire n'a aucun sens possible, mais même qu'elle est un tissu d'absurdité et de contresens. Combien de fois j'ai lu comme étant le comble de la sagesse une phrase qu'on trouve dans le Macbeth de Shakespeare, et où l'on voit Macbeth, au moment où il est sur le point de tomber, hein, tout le monde se déchaîne contre lui, se déchaîner en disant lui-même que bon, l'histoire est en fait un récit raconté par un idiot et qui n'a aucun sens. Voilà. De Et bruit ça, de ça serait, fureur. et voilà, plein de bruit et de fureur, raconté par un idiot et qui n'a aucun sens. Bon. Et il y a ici des anglicistes qui pourraient vous le réciter avec l'accent, enfin, la tonalité de l'époque élisabéthaine. Mais bon, on en est souvent là. Et on en est à cette idée que finalement, bah, voilà, tout est absurde, alors il faut s'arranger comme on peut avec la vie telle qu'elle va. Et puis, alors il restera quoi? Il restera bah, à gratter des petits plaisirs par-ci, par-là, en attendant la guerre nucléaire ou la catastrophe écologique finale. C'est pas réjouissant, réjouissant. Et même s'il y a une petite place pour l'hédonisme, je dirais que c'est un hédonisme du désespoir. Ce sont de petits plaisirs du désespoir, en quelque sorte. Bon, alors on peut peut-être essayer d'avoir une perspective un peu plus intéressante pour les humains, et puisqu'ici nous sommes dans une pièce dédiée aux enfants, promettre autre chose à nos enfants que ce genre de visée, en quelque sorte, hein. Donc, cela étant, ça ne signifie pas que il faille revenir à l'idée que l'histoire est balisée et que la nature est balisée. Ce que montre la dialectique de la nature, c'est certes qu'il y a un lien très direct entre l'histoire et la nature. Parce que si on est véritablement matérialiste, comme c'est mon cas, et comme c'est le cas de Marx, d'Engels, de Diderot avant lui, de Lucrèce, d'Épicure dans l'Antiquité, et ainsi de suite, ça veut dire que la nature, que la matière, d'une façon plus large encore, se débrouille par elle-même, qu'elle n'est pas créée par Dieu et qu'elle n'a pas besoin d'un Dieu pour trouver son chemin, en quelque sorte, pour se déployer, pour se développer. J'emploie un terme ici qui est employé par Georges Politzer, parce que parmi les auteurs qui nous ont précédés, Lucien Savais-moi, tu me fais beaucoup d'honneur en me mettant au même niveau, effectivement, il y a des gens comme par exemple Georges Politzer, hein, grand introducteur du matérialisme dialectique en France.
ou comme des scientifiques de premier plan qui ont introduit en France le matérialisme dialectique, comme Paul Langevin, par exemple, comme Henri Wallon, qui a été l'un des fondateurs de l'école moderne, l'école après 1945, hein, ou comme Gaston Casanova, qui était un grand mathématicien, par exemple. Je pourrais donner, ou Jacques Millot, Jacques Millot, qui a été longtemps professeur en Cagne, en Hippocagne, à Lille, hein, à 2 pas d'ici, et que j'ai approché vaguement. Bon. Ou même Roger Garaudy. Roger Garaudy, avant de devenir ce qu'il est devenu à la fin de son existence militante, a été aussi un philosophe estimable. Peut-être pas un philosophe de premier plan, mais un philosophe tout à fait estimable. Eh bien, ces gens-là montraient quoi? Eh bien que l'histoire est, comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien ce verbe, enchâssée, en quelque sorte, dans la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'a pas été créé un beau jour par Dieu qui a façonné l'argile en insufflant son âme à Adam, hein, et puis en tirant Ève comme produit de second choix dans un deuxième temps, si vous voulez, mais que l'être humain, et aujourd'hui on le sait de plus en plus évidemment, est le produit lui-même d'une évolution, une longue évolution biologique. Ce n'est pas pour rien que Marx et Engels ont tenté, quand ils étaient tous les deux en Angleterre sur la fin de leur vie, à entrer en contact avec Charles Darwin, qui était leur contemporain, hein, et qui venait d'écrire L'origine des espèces, le grand livre qui a révolutionné la biologie, en quelque sorte. Bon, et ils ont même proposé à Darwin de lui dédicacer le Capital. Vous voyez combien ça leur tenait à cœur, cette histoire de dialectique de la nature. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, si vous voulez, il faut comprendre que si, dans le domaine historique, on doit être matérialiste, ce qu'on appelle le matérialisme historique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier une société sans étudier ses forces productives. La société n'est pas la même selon qu'elle a pour outil de base le moulin à vapeur ou l'ordinateur, par exemple, ou qu'il faut étudier aussi ses rapports de production, quelles sont les classes sociales dans cette société, qui possède la terre, qui possède les usines, qui possède les satellites, etc., etc. Qui travaille pour qui? Ça s'appelle effectivement le matérialisme historique. Eh bien, pourquoi il faut mettre au centre de l'étude historique l'étude du mode de production, ce que Marx appelle Produktionsweise, le mode de production des sociétés? C'est d'abord pour des raisons qui tiennent à ce que la nature a produit, c'est-à-dire un être qui, à un certain moment, s'est redressé, un primate, hein, qui s'est redressé sur ses 2 pieds, qui a acquis ce qu'on a appelé la bipédie, qui de ce fait n'a plus besoin de ses 4 membres pour grimper aux arbres ou pour se traîner par terre, en quelque sorte. Les mains sont devenues libres pour faire toute autre chose que de la locomotion. Le cerveau s'est développé parce que le trou occipital qui est derrière, si vous touchez votre nuque, vous allez voir que vous avez une espèce de butée derrière, c'est l'endroit où s'enclenche la colonne vertébrale sur le crâne. Tout ça, c'est le dispositif corporel de l'Homo sapiens. La tête du singe est engoncée en quelque sorte dans ses épaules, la tête de l'homme est tirée vers l'avant. Bref, ça permet toute une série de choses. Les mains, l'encéphale, le cerveau, etc. peuvent se développer. Le museau ne ça veut plus servir à attraper des choses puisqu'on a des mains, puisqu'on va avoir des outils, etc., etc. Toute une série de dispositifs se mettent en place qui vont permettre la parole, qui est quand même un élément central de la définition de l'humanité, et ainsi de suite. Toute une série de choses de ce genre, qui s'appelle le dispositif corporel de l'Homo sapiens. Chose qu'envisageait déjà Marx et Engels au tout début de leur texte, avant même les travaux de Darwin, avant même les travaux de Leroi-Gourhan et de tous les grands spécialistes, en quelque sorte, de la préhistoire. Et donc, à partir de là, il est assez nécessaire de comprendre que si l'homme est devenu l'homme, c'est aussi parce qu'il a produit ses moyens d'existence, qu'il a donc développé un outillage, des techniques, et ainsi de suite, qu'il ne s'est plus contenté, comme le font les animaux, de stocker à l'intérieur de son propre corps les progrès très lents qui se font par l'évolution, hein, puisque là, il faut des mutations, il faut qu'elles se fixent, il faut qu'elles soient sélectionnées, ça prend des milliers d'années, et ainsi de suite, alors que nous, eh bien, effectivement, nous transmettons nos outils à nos enfants. Les enfants, quand ils naissent, il y a déjà les outils, ils n'ont plus qu'à apprendre à s'en servir, et éventuellement à les perfectionner. Et c'est pour ça que l'histoire va beaucoup plus vite, que c'est un accélérateur d'évolution, en quelque sorte. Hein. Et c'est pour cela qu'en fait, le matérialisme historique est enchâssé dans l'histoire de la nature. C'est le terme qu'emploie Politzer, hein. C'est pas moi, ni toi d'ailleurs, c'est Politzer qui dit, voilà, il faut partir de la nature pour comprendre les fondements même de l'histoire.
Vous voyez combien c'est d'ailleurs important pour la modernité, puisque nous avons affaire sans cesse à des questions qui sont relatives à notre époque, à l'écologie, à l'environnement et à toutes ces questions, c'est-à-dire au rapport de l'homme à la nature. Et que donc nous sommes aujourd'hui dans une dialectique, au sens très large du terme, extrêmement importante, puisque en gros on peut dire que d'une certaine façon c'est la nature qui nous a fabriqués, que parvenus à un certain seuil, nous avons été en capacité eh bien, de la détruire, ou en tout cas d'en détruire une bonne partie. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle la négation. Vous voyez, au départ, il y a la nature. La nature, elle produit l'histoire, c'est la formation, l'affirmation, pardon. Puis l'histoire se développe et elle, sous le capitalisme en particulier, hein, qui va pas mettre plus de 100 ans à saloper toute la surface de la Terre, eh bien la nature est en quelque sorte l'otage ou la proie de l'homme, quelque part. Et parvenu à un certain seuil, si l'homme ne se débrouille pas pour apprivoiser son rapport à la nature, il se tue lui-même. Hein. Et donc ici apparaît la phase de la négation de la négation. La négation de la négation, c'est-à-dire le troisième stade, en quelque sorte. Où, effectivement, eh bien, il faut à la fois faire en sorte que la nature, en quelque sorte, soit prise en charge par l'homme. Autrement dit, qu'elle ne se développe plus simplement de façon aveugle, comme elle le faisait jusqu'ici, mais de façon, en quelque sorte, planifiée, civilisée, et ainsi de suite. Ce qui, en même temps, suppose, regardez comme c'est curieux, qu'en l'homme même, au moment même où l'homme va prendre la main sur la nature pour, en quelque sorte, la cadrer, si l'on peut dire, faire en sorte que l'environnement reste viable, hein, ou vivable, il faut qu'en lui, il chasse tout ce qui est encore animal, tout ce qui est encore en lui, qui relève encore en lui de la jungle. Nous sommes encore, dit Marx, non pas, vous voyez, souvent on accuse Marx d'avoir cru que bon, le communisme c'était la fin de l'histoire. Pas du tout. Marx dit strictement le contraire. Dans le Capital, il écrit au contraire que le communisme c'est la fin de la préhistoire. Nous sommes encore dans la préhistoire. Nous sommes encore dans la préhistoire. Pourquoi? Parce que notre histoire n'est pas menée de façon rationnelle, cadrée. Parce que bon, ce sont les luttes de classe, ce sont les luttes interimpérialistes, c'est la concurrence sauvage, c'est la lutte sauvage pour le profit, etc., qui continue à nous dominer et que nous sommes encore littéralement des bêtes de ce côté-là. Vous voyez, donc il faut maîtriser en l'homme ce qui est encore animal pour que l'homme puisse maîtriser dans la nature ce qui lui permettra, en quelque sorte, de se développer, de survivre et ainsi de suite. Il y a des enjeux ici qui sont donc des enjeux extrêmement politiques. Ça ne signifie absolument pas que, alors là, les lumières communes s'éteignent, ça ne signifie absolument pas que tout ça soit inscrit, soit gravé dans le marbre. Hein. Ça ne veut pas dire que les lendemains vont nécessairement chanter, on n'en sait rien du tout. Et à la fin du Capital, il y a une phrase de Marx qui mérite d'être méditée, puisqu'il est dit dans cette histoire que l'homme, enfin que si l'homme ne parvient pas rapidement à une espèce de révolution générale, oui, donc avant cette petite interruption, j'étais en train d'expliquer que la nature comme l'histoire ne crée pas des sortes de rails, hein, du sens qui nous conduiraient automatiquement vers la liberté, vers l'émancipation, bon, ce qu'on appelait auparavant le sens de l'histoire, mais qu'elle crée des possibilités qui iraient dans ce sens. Alors ça s'explique de deux façons. Pour bien comprendre comment c'est possible, déjà du côté de la nature, et après on verra du côté de l'histoire. Alors, d'une façon très générale, donc du côté de la nature, parce que la nature c'est beaucoup plus général que l'histoire, hein. Bon, évidemment, si vous voulez, la nature c'est l'ensemble de l'univers, alors vous imaginez bien que, en comparaison, nous ne faisons pas grand-chose là-dedans. Hein. Eh bien, c'est tout simplement lié au fait que, si vous voulez, la nature, si la dialectique de la nature telle que Engels l'a proposée est juste, eh bien elle est contradictoire. Elle a en elle des contradictions. C'est ça que veut dire le mot dialectique. La dialectique, c'est l'étude des contradictions dans les choses. Et s'il y a des contradictions dans les choses, eh bien ça veut dire que la nécessité, telle que nous la connaissons, n'est pas mécanique simplement. Vous savez, dans la vie courante, la nécessité mécanique, c'est que, bon, par exemple, si vous voulez, vous tournez la clé de contact de votre voiture et ça agit sur le démarreur. Quoi, hein. Et donc à partir de là, eh bien, vous manœuvrez les pédales et puis c'est la mécanique. Quoi. A produit B qui produit C qui produit D. Et donc vous avez ici une chaîne continue telle que, si vous voulez, quand vous connaissez A et que vous savez l'alphabet, eh bien vous pouvez prévoir Z en quelque sorte.
que disent Marx et Engels, c'est que s'il y a des contradictions dans la nature, eh bien, la nécessité existe toujours. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire et avec la nature, c'est-à-dire étant donné telle espèce vivant dans telles conditions, par exemple dans l'eau plutôt que dans la montagne ou je ne sais trop quoi, vous n'allez pas avoir n'importe quel type d'animal, bien sûr. Des possibilités sont exclues. Mais aussi, eh bien, des possibilités sont décidées de différentes façons. Par exemple, dans l'histoire, si vous voulez, eh bien, la bourgeoisie va créer le mode de production capitaliste, à travers lui l'exploitation des travailleurs, et elle va se retrouver avec de la lutte des classes. C'est la phrase célèbre du manifeste qui dit que la bourgeoisie produit elle-même ses propres fossoyeurs. Oui, mais cela étant donné, qui va gagner dans cette affaire-là? On sait seulement une chose, c'est que si c'est la bourgeoisie qui gagne, qui gagne et qui gagne, eh bien, elle reproduit sans arrêt la contradiction, parce que tant qu'il y aura de l'exploitation, il y aura de la lutte, d'une manière ou d'une autre. Alors que si les travailleurs gagnaient, et s'ils arrivaient réellement, ensuite, une fois la révolution faite, à stabiliser leur pouvoir, et à ne pas être écrasés, ou à ne pas se laisser dévoyer par les rapports de force mondiaux, etc., et à produire je ne sais quelle perversion de leur système, eh bien, à ce moment-là, ils liquideraient l'exploitation de classe. Et s'ils liquident l'exploitation de classe, il n'y a plus de lutte de classe, par définition. Hein, la lutte de classe ne vient que de l'exploitation de classe. S'il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de lutte de classe. Les communistes sont des adversaires de la lutte des classes, et non pas des partisans de la lutte des classes. La lutte des classes est une réalité objective qu'il faut traiter parce qu'elle est présente, mais dont on se passerait si on pouvait s'en passer. Et si ça signifiait qu'effectivement l'humanité était en quelque sorte unifiée, si l'on peut dire. Bon, donc en gros, ce qu'il faut bien saisir, c'est que la nature comme l'histoire ne produisent qu'une nécessité en quelque sorte faillée, coupée, scindée, ou bien, ou bien. Hein, si vous avez du capitalisme, vous pouvez avoir ou bien ceci, ou bien cela. On ne sait pas d'avance qui va gagner le match. Ça définit le match, ça définit les enjeux, si vous voulez, mais ça ne définit pas qui gagne, en quelque sorte. Et c'est la lutte, finalement, qui permet de savoir qui gagne à la fin. Hein, si quelqu'un gagne, tout au moins. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, donc je disais tout à l'heure, pendant l'interruption, que en cours de philo, bien souvent, on va distinguer entre, d'un côté, ce qu'on appelle le fait, et de l'autre, ce qu'on appelle le droit. Le fait, c'est que, par exemple, eh bien, ce bureau est rectangulaire, c'est que les chaises de cette pièce sont blanches, ou écrues, me dira-t-on peut-être, ou des choses comme ça. Enfin bref, ou peu importe, vous trouverez des choses de ce genre, ou que ce truc-là est noir. Enfin bref, voilà, ça ce sont des faits. Et puis après, vous avez des jugements de valeur qu'on appelle en philosophie, qui relèvent en philosophie du droit. C'est-à-dire en droit, eh bien, en droit, je ne sais pas moi, l'inceste est prohibé dans les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir d'inceste. Oui, mais en fait, il y en a. Hein. Vous voyez, donc ici, on est sans arrêt là-devant. Il ne faut pas donc confondre les deux domaines. Et donc, souvent, les profs de philo, c'est déjà un premier niveau critique, vont vous dire ne confondez pas le fait et le droit. Hein, ce n'est pas parce que, je sais pas moi, par exemple, il y a toujours eu des riches et il y a toujours eu des pauvres, que c'est bien, et que ça doit toujours rester comme ça. Bon, donc c'est déjà un premier niveau critique. Mais néanmoins, c'est comme s'il n'y avait aucun rapport entre les deux. Il y a d'un côté donc le droit, les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs, et puis d'un autre, vous avez les faits. Et il n'y a pas de moyen de les raccorder l'une à l'autre, en quelque sorte. Alors qu'au contraire, ce que nous dira la dialectique, ce que nous dira le marxisme, et ainsi de suite, c'est qu'il existe un moyen de rattacher les deux niveaux, et que c'est justement pour ça que les hommes peuvent, en s'appuyant là-dessus, arriver à construire une alternative véritable au système d'exploitation quand ils existent. Et comment vont-ils faire? Eh bien justement, ils vont constater que le fait lui-même est contradictoire. Si les faits étaient platement comme ils sont, voilà, c'est comme ça, comme disent les braves gens, c'est comme ça. Et quand on dit c'est comme ça veut dire que il faut s'y faire. C'est le mot même de la résignation. Et oui, mais même quand c'est comme ça, ce ça est contradictoire. Cherchez bien, vous allez trouver des contradictions en lui. Vous allez trouver des contradictions dans la nature, dans la société, et ainsi de suite. Et s'il y a des contradictions dans les choses, il ne faut pas se lamenter en disant ah là là, il y a des contradictions, comme c'est affreux. Mais c'est au contraire ce qui va vous donner des leviers, des moyens d'action, des marges de manœuvre. Vous voyez, en quelque sorte. Un peu comme, effectivement, quand vous avez en face de vous un ennemi, je pense par exemple à des gens dans une guerre, eh bien, s'ils sont plus faibles, ils vont pouvoir peut-être gagner quand même s'ils savent exploiter les contradictions du camp d'en face. Bon, s'il n'y avait pas de contradiction, nécessairement, c'est toujours le plus fort
qui gagnerait les matchs, en quelque sorte. Or, vous voyez bien que, même en sport, c'est pas toujours le plus fort qui gagne, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il y a du possible dans le réel. Il y a du possible. Et c'est ce possible qu'il faut attraper, en quelque sorte, au passage, pour pouvoir fonder une action légitime, si l'on peut dire. Donc, vous voyez, il ne faut pas tomber dans l'excès qu'on a quelquefois reproché aux marxistes, à savoir que dans la nature, dans l'histoire, tout est donné, il suffit de trouver le rail, en quelque sorte, et de le suivre. Et puis comme ça, les lendemains s'ouvriront forcément. Et donc, bon, par exemple, comme les marxistes ont pu penser que... pardon, je vais voir un petit coup. Donc, ils ont pu penser que, puisqu'il y avait eu une révolution socialiste à l'Union soviétique, ben, c'était bon, et on ne reviendrait jamais en arrière. Hein, cette idée de l'irréversible. Donc là, on a vu, on a été payé pour voir que ça ne marchait pas si facilement que ça. Et il ne faut pas non plus tomber dans la caricature inverse, qui consisterait à dire, oui, mais alors là, bon, il y a les faits d'un côté, il y a les valeurs de l'autre, il n'y a aucun moyen de les raccorder l'une à l'autre, et donc la seule chose qui nous reste, c'est l'utopie. C'est l'utopie qui va nous dire, je vais rêver d'un avenir meilleur, etc., etc. Et en attendant, eh bien, je suis dans la merde, vous voyez, parce que la réalité est merdique. Et du coup, je suis condamné au rêve ou à la résignation, mais pas à l'action. Alors que ce qu'il y a entre les deux, c'est effectivement l'action pour changer la réalité. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça, si vous voulez, qui est l'objet d'une réflexion générale sur la dialectique de la nature. Un petit mot peut-être pour vous dire que, simplement, dans le domaine scientifique, il me semble effectivement que cette dialectique de la nature reprend corps, en quelque sorte, très largement, pour des raisons qui semblent effectivement avoir été négligées à une certaine période. Si dans les années 50, la dialectique de la nature, mise en place par Engels, n'avait pas la cote, c'était pas seulement à cause de l'affaire Lysenko, comme on dit, Lysenko étant un agronome soviétique qui était particulièrement dogmatique et qui persécutait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui dans le domaine biologique, en quelque sorte. Alors il y a eu ça, hein, bon, c'est vrai, mais ça n'aurait pas suffi, à mon avis, ça n'aurait pas suffi à couler, en quelque sorte, le matérialisme dialectique, la dialectique de la nature, parce que en face, hein, dans le camp capitaliste, il y avait bien pire, et ça n'a pas suffi pour couler les philosophies entre guillemets, d'inspiration capitaliste. C'est aussi pour des raisons qui étaient liées à l'état des sciences à l'époque. Dans les années 50, par exemple, dans les années 50, 60, il y avait l'idée de ce qu'on appelait la mort thermique de l'univers. C'était très partagé par les savants, y compris par les savants des sciences humaines, comme Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss par exemple. Et la mort thermique de l'univers, ça voulait dire qu'il y a une expansion de l'univers. Voilà, ça, on se connaissait déjà la théorie du Big Bang à ce moment-là. Et que donc, en se dilatant, l'univers va être de plus en plus froid. Il est très chaud au début, puis il se dilate, et puis pour finir, eh bien l'univers finit dans une espèce de froid glacial, il ne se passe plus rien. Et donc, même si c'est évidemment pour dans des milliards d'années, et on pourrait se dire on s'en fiche puisqu'on n'y sera plus, n'empêche que ça dessine un horizon glacial et, comment dirais-je, morbide, quelque part. Or, aujourd'hui, des gens, tenez par exemple Hubert Reeves, que tout le monde a déjà vu quelquefois à la télé et ainsi de suite, ont dessiné une autre vision de la cosmologie, de la cosmogénèse, comme on dit, de la genèse de l'univers, et montrent que ça existe. Bien sûr, il y a l'expansion de l'univers avec des phénomènes comme ceux-là, hein, la montée de ce qu'on appelle l'entropie, bon ça c'est pas réjouissant, mais d'un autre côté, il n'y a pas que ça, hein, parce que il y a des tendances contradictoires dans l'univers. Hein, il n'y a pas simplement le fait que l'univers se dilate, il y a aussi le fait qu'il y a la gravitation qui joue. Et donc des morceaux d'univers se condensent entre eux, ça fait des galaxies, ça fait des amas de galaxies, ça fait des tas de choses comme ça. Dans ces amas de galaxies, eh bien, vous avez des étoiles qui apparaissent, c'est-à-dire du gaz qui se condense, et puis passé un certain seuil de condensation, hein, tassé par la gravitation, bon, ça s'allume, et ça produit donc ces énormes réacteurs nucléaires que sont les étoiles. Et là, au bout d'un certain temps, ça produit des molécules de plus en plus complexes. Hein. Au départ, il n'y a que de l'hydrogène dans l'univers, c'est-à-dire un atome extrêmement simple, avec un proton et un imbécile d'électrons qui tournent autour. Et puis là, dans les étoiles, l'effet que c'est dans ces centrales nucléaires énormes, vous avez des éléments de plus en plus complexes qui sont fabriqués et dont on a besoin pour... sans ça, on ne pourrait pas vivre. Vous voyez, il n'y aurait pas d'être vivant, hein, dans l'univers et ainsi de suite. Donc il y a aussi de la fabrication de complexité dans l'univers. Et c'est ainsi qu'on peut repérer la trace du sens dans les choses. Hein, voilà. Un sens
peut aussi se décider, c'est-à-dire que peuvent apparaître des êtres de plus en plus complexes. J'ai fait tout un chapitre dans mon livre sur la sélection naturelle, en montrant que la sélection naturelle, c'est pas si bête que ça. Évidemment, c'est bête, puisque c'est aveugle. Hein. Bon, il y a des animaux dans un certain environnement, et puis il y a ceux qui s'en sortent, ceux qui ne s'en sortent pas, si l'environnement change, et donc les espèces sont sélectionnées ainsi. Donc c'est comme ça que les mutations favorables subsistent, que les autres sont éliminées, etc. Je simplifie au maximum, et ainsi de suite. Oui, mais à l'arrivée, ben, ça fournit des êtres qui sont souvent de plus en plus capables de se débrouiller par eux-mêmes, comment dirais-je, de s'émanciper de leur milieu, de s'échapper de leur milieu. Et nous en sommes un exemple remarquable. L'être humain est l'être qui, par excellence, s'émancipe de son milieu, puisque nous sommes même en train de nous poser la question de quitter la Terre. Hein, et que ce sont d'ailleurs les Russes, les Soviétiques, les premiers qui ont posé ce jalon-là, avec cette idée donc d'aller coloniser la Lune ou des planètes lointaines, en quelque sorte. Hein, donc ici, effectivement, il y a une traçabilité en quelque sorte de la marche vers une complexité de plus en plus grande, et donc en prenant appui là-dessus, d'une possible émancipation. Les bases de l'émancipation sont dans les choses, pas simplement dans notre tête. Si elles n'étaient que dans notre tête, je ne donnerais pas cher pour elles. Vous voyez, si on croit qu'elles sont seulement dans les choses et pas dans nos choix, là on se plante. Là on est dans l'idée que bon voilà, il n'y a qu'à attendre et puis la révolution va se faire toute seule, etc. C'est comme ça que la social-démocratie, au XIXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle, s'imaginait qu'on pourrait arriver au socialisme, au fond, sans faire la révolution. Hein. Il suffisait d'attendre. Bon, ça, on laisse de côté. Il y a le côté inverse qui consisterait à dire le réel est pourri, mais moi j'ai de grands rêves et un jour ou l'autre, je les réaliserai. Harry Potter, quoi, si vous voulez. Ça, c'est l'esprit magique. Bon, je veux bien qu'on y croit quand on a 5 ans, hein, mais après, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, au contraire, vous avez la possibilité de vous dire que la nature produit des êtres de plus en plus complexes, par ses propres contradictions, pas parce qu'il y a un bon Dieu qui surveille tout ça et qui fait que ça marche sur les bons rails, hein, que c'est pareil au niveau historique, et qu'à ce moment-là, vous avez effectivement une prise sur la réalité pour le combat de l'émancipation, de la liberté, c'est-à-dire pour le sens, en quelque sorte. Bon, alors voilà, peut-être que j'ai pas abordé la grande logique, si vous voulez, je l'aborderai tout à l'heure, mais c'est un sujet beaucoup plus trapu, là. Si vous vous sentez d'attaque, je peux le faire, hein, mais c'est beaucoup plus trapu. Juste un mot simplement pour dire que je me mouille dans ce truc, parce que beaucoup de philosophes ont dit qu'il fallait construire une grande logique diamatérialiste, c'est-à-dire matérialiste dialectique. Je dis diamatérialiste pour faire plus court, mais ils s'y sont pas frottés. Ils ont dit il faut la faire, il faut la faire, il faut la faire. Eh bien, faisons-la un jour ou l'autre, nom de nom. Hein, avançons. Et si on se trompe, c'est pas grave, on sera rectifié. C'est comme ça que progressent les scientifiques. Les scientifiques, ils n'attendent pas d'avoir tout bon sur une question donnée pour avancer les résultats qu'ils ont à un moment donné. Et s'ils se sont trompés, d'autres scientifiques arrivent derrière et rectifient le tir, en quelque sorte. Mais c'est dommage. Hegel a écrit une grande logique, magnifique, qui permet d'appréhender l'histoire, la nature et la société d'une manière très rationnelle, mais il est resté dans un cadre idéaliste. Bon, alors on n'arrête pas de dire il faut sortir de la grande logique idéaliste de Hegel et il faut faire la grande logique marxiste ou matérialiste. Et puis on la fait jamais. Bah écoutez, bon, je me mouille, je me lance, je propose quelque chose. On se casse la figure et on verra bien. En tout cas, ça peut permettre, si on est d'accord pour, comment dirais-je, discuter avec un minimum de bienveillance entre des chercheurs marxistes et des chercheurs non marxistes, eh bien pourquoi pas d'avancer. Et si ça tient pas la route, eh ben c'est pas grave, c'est pas une religion. Donc on l'abandonne et on passe à autre chose. Hein. Voilà un petit peu comment on peut ici progresser. Voilà, peut-être que je m'arrête là pour l'instant, parce que sinon Bah, je vais il saouler est tout le monde. 7h20. Si on se donne 3/4 d'heure pour échanger, c'est quand même aussi le but du jeu. On est dans le bon tempo. Donc, j'ai un petit micro-cravate que je peux faire passer si vous êtes sage. Je vous le prêterai. Et puis, moi, je pose tout de suite sur la table une question, mais après, on peut en formuler plusieurs et tu répondras dans l'ordre qui t'arrange. C'est la place de l'idéal en politique. Hein, parce que tu en parles, et on pourrait. Le risque serait de croire que la lutte des classes, c'est une espèce
de chemin de fer tracé, dont on sait maintenant qu'il peut dérailler. Et donc, s'il peut dérailler, c'est que finalement, le chemin de fer était pas si fiable que ça. Bon, là, tu as bien rappelé quand même que la notion de contradiction dans la logique de l'histoire et au-delà de l'histoire de la nature implique des alternatives, donc des possibles qui peuvent être symétriques sur le plan des possibles, mais pas tout à fait symétriques sur le plan du, de l'ontologie, puisque le mouvement du réel va vers de plus en plus de complexité. Il y a plus de complexité dans le cerveau humain que dans une étoile, enfin, pour le dire bêtement, quoi. Mmh. Et donc ça va dans ce sens-là. Et donc tout ce qui permet d'accroître cette complexification du réel n'est pas tout à fait symétrique du point de vue du réel, du point de vue ontologique, que ce qui ferait décroître cette complexité et ramènerait l'univers vers finalement une sorte d'hiver anthropique, quoi. Et donc s'il y a une asymétrie selon qu'on va vers plus de complexité, dont la pensée humaine est certainement l'expression la plus accomplie, ou moins, du coup derrière cette asymétrie, il y a une asymétrie aussi en termes de valeur. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer, surtout quand on te donne 10 minutes, mais là pour le coup, il y a un gros travail qui est fait dans le tome 5 des Lumières communes et qui est repris dans la troisième partie de la dialectique de la nature. Peut-être commencer d'ailleurs par lire la dialectique de la nature en se servant, en prenant appui sur la table des matières, et éventuellement ensuite de revenir. Bon, donc, ça me paraît vraiment quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Ce qui fait que du coup, les grands marxistes de l'histoire sont animés par des idéaux, quoi. Enfin, c'est pas des espèces de machines de la lutte des classes qui finalement seraient pris dans une mécanique dans laquelle il n'y aurait plus de place pour l'imagination. Tiens, justement, ce que tu dis sur l'imagination. Mmh. Donc, si tu pouvais un petit peu nous éclairer sur cette, parce que ça nous concerne quand même. Enfin, on est tous animés quand même par, par des valeurs, par des choses auxquelles on croit, et on pourrait d'ailleurs être, on est des matérialistes très idéalistes. Je ne sais pas Mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, cette notion. D'ailleurs, quand on dit aux gens que le marxisme est un matérialisme, le terme est tellement décrié que, enfin, c'est une insulte, quoi, d'être. C'est-à-dire, c'est trivial, c'est Mmh. finalement. Enfin, c'est des gens intéressés, quoi. Le matérialisme est vraiment pas du tout une valeur qui fait rêver. Cette valeur a été complètement décriée. Et donc, comment on articule cette idée que c'est justement parce qu'on est matérialiste et qu'on ancre dans la réalité et dans la compréhension de ces possibles que les idéaux qui animent notre action n'en sont pas moins des idéaux, quoi. Enfin, Mmh. voilà un petit peu Oui, oui, la question d'accord, ouais. qui me turlupine, pour rappeler quand même aux militants que l'imagination en politique, c'est pas rien. Une imagination créatrice. Hein, Mmh. c'était un peu ça. Mmh. Aujourd'hui, euh, revenir sur cette dimension de la valeur, de ce qui est Mmh. digne, Mmh. au sens étymologique du mot axiologie, quoi, de ce qui est digne, ce qui vaut à nos yeux, et du coup qui fait qu'on s'engage, et que, enfin, tu as quand même consacré toute ta vie à ça. Donc c'est dire à quel point on est prêt à s'investir, et que ça, la question du sens, c'est pas un détail pour nous. Enfin, nous, je veux dire, les gens qui sont un peu attentifs à ce que nous raconte le marxisme. Donc voilà pour moi la question que, si tu en as le temps, à laquelle j'aimerais que tu Oui, apportes un oui, petit bien sûr. éclairage. Et si vous le souhaitez, je peux faire circuler mon petit micro. Oui. Bah, Parce qu'il y a des historiens dans la salle. le temps que tu fasses circuler, peut-être je réponds à ce genre de choses. Oui, alors effectivement, le 1er point, c'est que évidemment, il faut bien comprendre le mot matérialisme, hein. Si vous voulez, on peut très bien être un matérialiste, du point de vue de la méthode, un matérialiste scientifique, et être un idéaliste sur le terrain, moral ou sur le terrain politique. Et il ne faut pas évidemment confondre les 2 domaines. On voit bien que, bien souvent, effectivement, les partisans de l'idéologie bourgeoise sont de grands idéalistes sur le terrain de la méthode. C'est-à-dire qu'ils expliquent toujours par les idées. Par exemple, pour eux, si par exemple l'Union soviétique a échoué, c'est parce que l'idée était mauvaise, c'est parce que les concepts étaient mauvais, en quelque sorte. Voilà, et si la Révolution française a réussi, c'est parce qu'au contraire, bon, c'était de bonnes idées qu'il y avait. Enfin, bref.
c'est ce qu'on appelle de l'idéalisme. Évidemment, c'est superficiel, et cet idéalisme, Victor Hugo s'en moquait déjà dans Les Misérables. Lorsque Gavroche tombe sur les barricades, au moment où il meurt, il chante « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ». Et en fait, c'est une moquerie de Victor Hugo contre les gens qui croient que les misérables vont mourir sur les barricades parce qu'ils ont lu Rousseau et Voltaire, alors qu'ils ne savent pas lire. Et que ce qui caractérise Gavroche et les gens de sa classe, c'est que ce sont des misérables. Et que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait regarder. Et Hugo, de ce point de vue, est matérialiste. Il est matérialiste parce qu'il dit, voilà, la misère, messieurs, est une chose sans nom, comme il le dit à l'Assemblée nationale au même moment. Hein. Donc ça, c'est la méthodologie. Après, évidemment, ça n'empêche pas Hugo d'être un idéaliste du point de vue moral. C'est bien évident. Quand la Commune de Paris tombe, eh bien, tout le monde s'acharne sur les malheureux communards et ils vont se réfugier, pour certains d'entre eux, dans la maison de Victor Hugo à Bruxelles. Et la maison de Victor Hugo, eh ben, elle est brûlée, elle est incendiée. Et lui, il ne peut que fuir à toutes jambes parce que sinon, il y passe aussi. Donc, bon, voilà, il faut bien distinguer les domaines. Ça, c'est à un premier niveau, hein, très élémentaire, bien évidemment. Et donc, moi, je n'aurais aucun mal à me dire idéaliste du point de vue moral, quoi. Comme, je sais pas, moi, pas au même niveau et à la même échelle, mais comme, je sais pas, moi, Che Guevara ou des gens comme ça, qui sont prêts à mourir pour leurs idéaux, comme on dit si bien. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, après, il faut entrer plus dans le cœur du sujet et se demander effectivement comment on passe de l'un à l'autre. Parce que sinon, si on dit oui, là je suis matérialiste, mais là je suis idéaliste, comment on va d'un point à l'autre? Sinon, c'est qu'on n'a pas le souci de la logique, hein, de la cohérence, de l'esprit de conséquence, etc., etc. Alors la première des choses, c'est que une petite remarque par rapport à ce que tu as annoncé là ou énoncé sur peut-être le chemin de fer était pas bon si ça a déraillé, hein, quelque part, par rapport à, on peut dire, l'histoire, par exemple, de la première expérience socialiste de l'histoire née en 1917. Alors, il y a plusieurs façons hein, de dérailler, parce qu'il peut y avoir un très bon chemin de fer, mais il peut y avoir aussi des gens qui sabotent le chemin de fer. Il peut y avoir des gens qui conduisent mal la locomotive. Il peut y avoir toutes sortes de traverses, en quelque sorte, ici. Il peut y avoir aussi des gens qui font en sorte que eh bien, on rate un aiguillage, par exemple, à tel ou tel moment, pour filer, en quelque sorte, la métaphore ici. Hein. Donc, c'est le premier élément. Mais, effectivement, si vous voulez, ça ne résout pas la question de fond que tu poses, à savoir celle des idéaux. Il faut ici se rendre compte que quand on est quand on est dans le domaine, effectivement, de la nature, de la dialectique de la nature, là, des forces physiques s'affrontent à d'autres forces physiques. Mais quand quand on a affaire à un être qui s'appelle l'être humain, qui est un produit de la nature. Hein, c'est un produit de la nature. Mais c'est un produit de la nature qui, quelque part, sort de la nature. Il est sorti de la nature, puisque précisément, il a des mains, il a un gros cerveau, etc. Il peut parler. Donc, il fabrique des outils, il fabrique des objets, il fabrique des techniques, il fabrique des sociétés de plus en plus complexes, de plus en plus abracadabrantes, même, quelquefois. Hein, c'est pas que des choses extraordinaires hein, qui vont sortir de son cerveau, et ainsi de suite. Là, ça va être un peu différent, parce que dès que cet être-là est capable de parler, dès qu'il est capable d'échanger, comme on le fait en ce moment, d'un seul coup, il est tenu par des choses qui s'appellent la raison, qui s'appellent la logique, qui s'appellent le fait que quand je parle là, comme ça, eh bien, j'essaie quand même de dire des choses que vous puissiez partager. Hein. Et tout ça, ça s'appelle le raisonnement, ça s'appelle les concepts, ça s'appelle les jugements, etc. Toute une série de choses de ce genre. Et à partir de là, eh bien, les luttes ne sont plus simplement des luttes opposant des forces à des forces matérielles à des forces matérielles, mais nécessairement, elles vont se faire projet contre projet dès qu'elles auront un peu d'ampleur. Dès qu'elles auront passé un certain niveau, il va falloir effectivement que pour que les forces sociales, par exemple, les forces bourgeoises contre les forces féodales avant 1789, ou les forces prolétaires contre les forces bourgeoises après 1789, pour schématiser, etc., un peu facilement, soient portées par des projets. Et c'est là que vous voyez bien qu'effectivement, quand ces projets sont là, eh bien, on lutte d'égal à égal. Lorsque des gens comme Voltaire et Rousseau, dont se moque effectivement Victor Hugo dans Les Misérables, propose effectivement Candide pour Voltaire et le contrat social pour Rousseau, du coup, la bourgeoisie est à armes égales avec la féodalité, avec les forces qui auparavant dominaient la société et qui, elles, étaient en gros, je schématise aussi, derrière l'Église catholique.
On peut causer d'égal à égal, projet contre projet, analyse contre analyse, théorie contre théorie, c'est ce que Gramsci appelle, je le disais tout à l'heure, donc les hégémonies culturelles. C'est hégémonie culturelle contre hégémonie culturelle. Hein. Et bon, du coup, on peut gagner. Et lorsqu'au contraire, dans certaines conditions données, effectivement, certains renoncent à leur projet, certains renoncent à leur hégémonie culturelle, certains ne luttent plus qu'à un niveau purement économique, purement immédiat, et que, en gros, bon, voilà, on a convaincu les classes dominées que pour finir, eh bien, toutes ces idéologies, ça valait pas tripette et ainsi de suite. À ce moment-là, il y a l'hégémonie culturelle qui continue à exister du côté de la classe dominante, mais l'hégémonie culturelle disparaît du côté de la classe dominée. Et à ce moment-là, elle est non plus seulement dominée, mais humiliée, écrabouillée, inexistante, en quelque sorte. Elle est condamnée à des petites luttes par-ci par-là, écrasées les unes après les autres, parce qu'elles ne font plus sens. On revient à cette idée du sens, parce qu'elle ne dessine plus l'avenir, parce qu'elle ne porte plus un projet, et ainsi de suite. Et ça, c'est la question des idéaux. Et c'est pourquoi aucune lutte révolutionnaire, et même aucune lutte réformiste, en fait, n'a jamais gagné si derrière il n'y avait pas un puissant idéal. Lorsqu'au XIXe siècle, en fait, on avait des gens comme Jean Jaurès, ils n'étaient pas encore entièrement révolutionnaires, il y avait encore bien des choses à dire. Ils hésitaient entre réformisme et révolution, et ainsi de suite, mais il n'empêche qu'ils étaient portés par le grand idéal déjà de la Révolution française, de la Commune de Paris. Et s'ils n'étaient pas encore parfaitement au clair avec les idéaux dessinés par le marxisme, du moins, ils étaient toujours éclairés par ça. Et si on perd ce genre d'ancrage dans le projet, l'idéal, l'analyse, et ainsi de suite, bon, en gros, pour employer un mot que les communistes employaient à une certaine époque, si on n'a plus une position d'avant-garde dans la société, éclairant les choses, c'est-à-dire non pas disant aux gens vous devez faire comme ci et comme ça c'est autre chose, là, ça c'est ce qu'on appelait quelquefois de façon caricaturale le parti guide, hein, qui vous dit d'avance ce que vous devez faire et ainsi de suite. Mais au moins si on n'a pas un éclairage qui permette effectivement aux gens de marcher un peu, non pas en regardant leurs pieds, mais en regardant les étoiles, en regardant l'étoile polaire, et ainsi de suite, eh bien évidemment, ils se cassent la figure, et ils ne vont pas loin, et ils sont battus. C'est pour ça qu'il faut effectivement porter tout ça. Et alors, dernier point pour répondre sur le fond à la question que tu poses, c'est que c'est bien beau la production de complexité. La nature produit de plus en plus de complexité. Effectivement, comme tu l'as dit, eh bien, par exemple, une particule, c'est plus élémentaire, comme son nom l'indique, qu'un atome. Et un atome, c'est plus élémentaire qu'une molécule. Et une molécule, c'est plus élémentaire que, je sais pas moi, un segment d'ADN dans un être vivant, et etc., jusqu'à le cerveau humain qui est d'une complexité extraordinaire. Les sociétés humaines, n'en parlons pas, et ainsi de suite. De plus en plus complexe. Très bien. De ce fait, observez bien que matérialisme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est-à-dire on est de plus en plus dans la complexité, donc on est de plus en plus autonome par rapport au monde environnant. Par exemple, l'humain est bien plus autonome par rapport au monde environnant que la grenouille par rapport à la mare. Vous sortez la grenouille de la mare, elle meurt. Hein, vous ne pouvez pas la mettre dans le désert, elle va crever, tandis que les êtres humains, vous en trouvez dans le désert, du côté du pôle, dans la toundra, et ainsi de suite. On a colonisé la planète entière. Et on va bientôt peut-être s'en échapper. Bien, très bien. Oui, mais attention, cette complexité, du coup, vous rend plus fragile aussi. Un être simple est beaucoup plus difficile à détruire qu'un être complexe. Hein. Et nous, on le voit bien, on peut échapper en quelque sorte à une destruction par le monde environnant, dans un certain sens. Mais ce à quoi on n'échappe pas forcément facilement, c'est à l'auto-destruction, à l'auto-extermination. Et bon, la complexité aussi, elle peut se retourner contre elle-même. Tout est contradictoire, y compris la complexité. Et donc c'est dans nos propres sociétés que nous pouvons retrouver aussi des éléments d'autodestruction. C'est ce que j'appelle moi l'exterminisme, hein, c'est-à-dire la société capitaliste, parvenue à un certain seuil, produit les conditions mêmes de son anéantissement, si elle n'est pas dépassée par une société plus humaine, plus rationnelle, plus, comment dire, bon, conviviale, appelez ça comme vous voudrez en quelque sorte, dans laquelle les hommes vont pouvoir passer du temps à coopérer plutôt qu'à se taper dessus, si vous voulez. Et on peut plus se taper dessus quand on a des armes nucléaires, c'est facile à comprendre quand même, passer un certain seuil. Alors vous voyez donc en gros, comment dirais-je, les luttes, les contradictions, que ce soit celles de la nature ou celles de la société, produisent du plus complexe et donc de la possibilité d'émancipation, de la possibilité de liberté, etc. Mais la liberté, c'est aussi celle de se tirer une balle dans la tête. Hein. Bon, et donc ici, c'est aussi celle de la possibilité même du suicide. C'est la phrase de Marx que je citais
pendant l'interruption technique, c'est-à-dire Marx, quand il dit dans le Capital que si l'être humain n'est pas capable effectivement de mener l'être humain, le prolétariat, si il n'a jamais dit que le prolétariat était capable de mener la révolution jusqu'au bout. C'est pas sûr du tout, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'expérience là-dessus, hein. C'est une projection. Il dit simplement que si c'est pas ça qui se passe, et si on n'arrive pas au bout du bout à mettre en place une société sans classe, eh bien, on sera promis à une fin pleine d'effroi ou à un effroi sans fin. Voilà, ben, c'est ce que j'appelle l'exterminisme, qui n'est pas d'ailleurs de mon cru. Moi, je trouve que c'est déjà chez Marx, cette idée d'exterminisme, en quelque sorte. Donc, à partir de là, oui, ben, c'est finalement nous qui sommes les maîtres de notre destin. Et Sartre s'est bien planté. Il s'est bien planté là-dessus, puisque dans les années 40, eh bien, c'est Jean-Paul Sartre, le philosophe de la liberté par excellence. Hein. Bon, chez Sartre, vous trouvez le mot liberté toutes les 10 lignes, effectivement, qui se méfiait du marxisme dans lequel il voyait une possibilité de détruire la liberté ou de la considérer, etc., un peu de haut. Non, 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 le marxisme vous permet totalement de penser la liberté. C'est pas la peine de sortir du marxisme pour penser la liberté. La liberté est un possible de la nature. C'est la nature qui produit à plein jet de la liberté, mais cette liberté, si elle ne sait pas se cultiver, si elle ne sait pas s'organiser, si elle ne sait pas se mettre en cohérence avec elle-même, au final, voilà, je demande à voir le résultat. Il n'est pas acquis d'avance. Et voilà, donc un peu, je ne sais pas si ça répond un peu à ce que tu m'as demandé, hein, mais les idéaux sont incontournables. Les idéaux sont incontournables puisque c'est la capacité que nous avons parce que nous sommes des sujets parlants, parce que nous sommes des sujets réfléchissants, parce que nous sommes des sujets rationnels, ou capables de raison, pas toujours rationnels, mais au moins capables de raison, eh bien, bon, de mettre en cohérence nos actes les uns avec les autres, et de mettre en cohérence mes actes avec les vôtres. Bon, ben ça s'appelle pour finir des projets. Mais il peut y avoir aussi comme projet, je sais pas moi, le nazisme, par exemple. Hein. Donc les idéaux, ça dépend lesquels. L'idéal n'est pas bon en soi. Oui, il y a des possibilités de pourrissement, d'effondrement dans cette dialectique de l'histoire. Tu parles de l'Empire romain, je sais plus si c'est dans le tome 5. Enfin, la lutte des classes, ça aboutit pas tout le temps à une issue favorable pour l'ensemble de l'humanité. Le pourrissement est possible, quoi. Une sorte de, je crois que c'est le terme que tu emploies, pourrissement ou une sorte d'effondrement de la contradiction. Oui, oui. Si quelqu'un souhaite intervenir, je vais lui tendre mon micro. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type de conférence, c'est un mot que vous avez cité dans votre intervention, c'est l'émancipation et notamment l'émancipation des classes populaires. Donc, vous évoquez Gramsci, vous invoquez Gramsci, et vous nous parlez de la bataille pour l'hégémonie culturelle, bataille ou bien pour l'hégémonie idéologique. Vous nous disiez projet contre projet, on est à égalité. Moi, j'estime que les classes populaires ne sont pas à égalité dans cette bataille. La bourgeoisie dispose du capital, des moyens de production, des médias en continu, de leur porno propagande, que sais-je. Et comment dire, les représentants des classes populaires sont démunis. Alors quand je parle des représentants des classes populaires, je ne fais pas allusion aux forces politiques qui sont parfois censées les représenter. Alors on ne va pas parler de la social-démocratie dévoyée en social-libéralisme. Moi, ce que je veux dire, c'est ma question est celle-ci: est-ce que tout est fait pour aller, pour mener cette bataille pour l'hégémonie idéologique? Est-ce que tout est fait? Vous avez évoqué également tout à l'heure l'ouvrage de François Furet qui a eu un retentissement considérable. Alors, comment dire, votre projet pour la réhabilitation du marxisme, si tant est qu'il en ait besoin, ou pour le populariser, pour, comment dire, pour s'adonner à une propagande, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme, marxiste, est tout à fait louable. Mais comment dire, les tenants du libéralisme ne sont pas arrêtés là. Alors, ils ont valorisé leur idéologie tant qu'ils l'ont pu.
mais ils n'ont pas manqué de s'adonner à la destruction de l'idéologie communiste, de l'hypothèse communiste, comme dirait l'autre, des figures du communisme. Ils ont bien pris le soin de réduire cette idéologie à des figures de l'impensable. Tiens, comment dire, citer Castoredis par exemple. Alors que dans le communisme, c'est ce que certains appellent les figures du communisme ou l'hypothèse communiste. Les choses sont remarquables à défendre. On parle de partage, de fraternité, d'égalité, de liberté, d'émancipation. Le libéralisme, qui est, enfin, alors là, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, le projet philosophique adossé au capitalisme. Celui qui va légitimer d'un point de vue philosophique le capitalisme en tant que système économique. Ben, là, on est dans l'individualisme, le profit, la recherche d'un bouc émissaire, des choses absolument détestables. Or, en moins d'une centaine d'années, à partir du colloque Lippmann, dirais-je, la Société du Mont Pèlerin, etc., ben, ils ont réussi à gagner, me semble-t-il, cette hégémonie idéologique ou culturelle. Et tout a-t-il été fait de la part des forces de gauche pour mener à bien cette bataille pour l'hégémonie culturelle? J'étais un peu long, pardon. Non, non, c'est très bien. Là, on n'a bien pas le fait. monopole de la parole. On s'est déjà Oui. croisé, je crois, au ciné sandwich sur le fascisme. Oui. Voilà, je me rappelle maintenant de l'argumentaire. Ah, Oui. intervenu en défense du libéralisme des Alors, en Lumières? défense du libéralisme, Ça m'étonnerait. oui, non, mais C'était pas c'était pour distinguer le libéralisme économique du libéralisme politique. Parce que là, le libéralisme qu'on nous sert aujourd'hui, c'est un libéralisme sur le plan économique, mais un autoritarisme sur Non, le moi, plan politique. où je veux en venir, c'est à ceci. C'est que, alors, très peu de gens ont entrepris ce projet de dévoilement de ce en quoi consiste véritablement le libéralisme. Et vous nous avez pas, enfin, vous, c'est tu. Ouais. Donc, alors, je sais plus si c'était toi, mais il me semble, c'est peut-être toi, oui, qui nous avait parlé des Lumières. Donc, tu nous avais parlé de Locke, Hobbes, etc. Oui, c'était toi, donc tu étais le coupable. Et donc, je ne partage pas du tout cette vision des choses qui est, me semble-t-il, une vision de la propagande. Le libéralisme est en fait, même fut-il issu des Lumières, est une idéologie bourgeoise créée par les bourgeois pour les bourgeois. Et il n'est en aucun cas un vecteur d'émancipation pour les classes populaires. C'est même l'inverse. Alors, je ne vais pas développer ici. Il y a des gens qui, comment dire, qui parlent de libéral fascisme aujourd'hui. Il y a des gens qui, en tout cas, parlent du libéralisme comme d'un totalitarisme de marché sur le versant économique. Et donc, sans entrer dans le détail, parce que j'ai déjà été très long, et je vais rendre le micro, le libéralisme n'est pas du tout ce qu'il prétend être. Un ouvrage de Domenico Losurdo l'aborde de façon remarquable, et c'est là où je veux en venir. Il n'y a pas de gens qui ont pris la suite de Domenico Losurdo pour dénoncer ce qu'est véritablement le libéralisme. Pardon pour la longueur. Non, non. Alors, Domenico Losurdo, oui, bah, Oui. bon, on va laisser on en reparlera peut-être après si tu le souhaites. Ouais. Tu veux que je continue à glaner des Non, questions? non, non. Bah, sinon, après, on sait plus. On répond à des questions qu'on a oubliées entre-temps, donc autant y répondre tout de suite. Bon, donc, effectivement, bah oui, tout ça est tout à fait pertinent, hein. Bon, ce sont des problématiques que nous croisons les uns et les autres, que nous traitons avec les moyens du bord, hein. C'est pas toujours simple parce que nous sommes justement dans une situation de grande faiblesse idéologique et aussi de dispersion. Bon, donc c'est compliqué d'arriver à mettre bout à bout tout ce qui est fait de positif. Alors bon, la première des questions que je crois juste de traiter, c'est celle de savoir si effectivement les classes populaires ont une chance d'être à égalité avec les classes dominantes dans la bataille idéologique. Alors, il est vrai que c'est une contradiction là aussi très forte, puisque dire qu'un jour la classe ouvrière puisse dominer dans un pays, c'est dire qu'une classe dominée peut être dominante. Or, tant qu'elle est dominée, même elle le sera sous le socialisme, dans un certain sens, hein, puisque bon, les ouvriers dans une usine continuent d'être en bas de l'échelle et d'obéir aux contremaîtres et aux
et aux ingénieurs. Donc comment peuvent-ils dominer tout en étant dominants? C'est une contradiction, mais c'est pas une contradiction simplement logique, comme on dirait un cercle carré, ou comme on dirait je sais pas moi, quelque chose de noir et de blanc en même temps. C'est une contradiction qui peut se dépasser dans une dynamique, me semble-t-il. Et pour cela, il faut des outils. La réponse du marxisme, ça a été qu'il faut créer des outils. Et que donc, en gros, bon, Marx disait que, évidemment, séparément, chacun des prolétaires ne pèse rien, hein, n'est rien face aux capitalistes. Mais que on peut compenser la chose par la puissance de la théorie et par la force de l'organisation. Alors, la puissance de la théorie, excusez-moi, j'ai encore. La puissance de la théorie, malheureusement, eh bien, écoutez, le fait est qu'on a beaucoup régressé en la matière. Bon, Christian est là, il sait bien, moi j'étais membre du Parti communiste français pendant bien longtemps. À une certaine époque, c'était extraordinaire, les outils qu'on avait mis en place. Dans le domaine de l'éducation, il y avait l'École et la Nation, la revue L'École et la Nation. En philo, il y avait la pensée. En économie, il y avait je ne sais combien de revues, etc., etc. On avait toute une série de moyens ici pour, en quelque sorte, pousser la lutte idéologique, et pas seulement la lutte, mais la recherche idéologique sur bien des terrains. Je ne dis pas que tout était miraculeux là-dedans, et avec le recul, on voit bien qu'il y avait des choses qui auraient dû être corrigées. Mais ces outils ont disparu, ont été largement écartés, quoi, en quelque sorte. Et aussi un peu avec cette idée que les gens, hein, on a théorisé le fait que les gens devaient trouver les ressources à eux-mêmes. Si les gens avaient les moyens de trouver à eux-mêmes les ressources, mais il n'y aurait pas besoin de partis politiques, il n'y aurait pas besoin de syndicats, il n'y aurait pas besoin de recherche, et ainsi de suite. Et là, moi, au contraire, je suis un partisan. Ici, c'est en quoi je suis léniniste. Quand Lénine dit pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, c'est ça qu'il veut dire. Il dit par eux-mêmes, les ouvriers, même s'ils sont combatifs, ne parviendront pas à une conscience véritablement socialiste ou communiste. Ils parviendront à la revendication de conditions meilleures pour l'usine, pour la branche de métier, pour leur pays, à tout casser. Mais ça n'ira pas forcément plus loin. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas les en accuser, en quelque sorte, puisque leurs conditions de vie font que il faut d'abord qu'ils survivent, il faut d'abord remplir le frigo, il faut tenir bon avec ce qu'on gagne, qui n'est pas grand-chose, etc., etc. Donc, et sans avoir eu, qui plus est, la formation suffisante, scolaire, scientifique, etc., etc. On a besoin de la science, pas seulement de la science économique, historique, etc., mais, et j'y insiste aussi pour vous tous, mes amis progressistes communistes au sens large du terme, quelle que soit votre organisation, de la science tout court, hein, aussi les maths, la physique, la chimie, la biologie, tout ça est extrêmement important. Il faut lire des revues scientifiques. Je n'arrête pas de marteler c'est parce qu'en même temps, c'est une source permanente, comment dirais-je, de confiance, d'optimisme. Et alors que vous voyez que tout s'écroule par ailleurs, vous voyez que là, ça continue à progresser, quelque part. Il est hors de question enfin, on ne peut pas se demander sérieusement si on n'en sait pas plus aujourd'hui qu'hier en astronomie, par exemple, ou en chimie. C'est évident qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui dans n'importe quel domaine des sciences dures, en particulier, que la veille. Donc, cette question de la bataille pour les sciences, elle est extrêmement importante, elle a souvent été complètement négligée, complètement abandonnée, même au niveau scolaire. Au niveau scolaire, quand vous voyez que, par exemple, dans la première réforme Blanquer, Mathieu et je ne sais trop qui encore, il n'y avait plus de maths pour toute une série d'élèves à partir de la seconde, mais bon, c'est quand même monstrueux dans une période actuelle. Je ne suis pas un fanatique des maths et je ne suis pas un cerveau mathématique, mais enfin, je trouve que c'est quand même normal qu'on sache un petit peu traiter une équation du second degré, quoi, si vous voulez, ou des choses comme ça, à un certain niveau. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, bien sûr, il faut aussi s'interroger sur les responsabilités des marxistes d'une façon générale dans cette affaire-là. Pas du marxisme comme tel, parce que combien de marxistes ont vraiment lu Marx, Engels et compagnie? Très peu, en réalité. Très peu. Tous les jours, je rencontre des gens qui disent, par exemple, je sais pas moi, dans le manifeste communiste, il est écrit que les ouvriers n'ont pas de patrie. Donc, il ne faut pas défendre l'indépendance nationale, etc. Ouais, mais il y a toute une tartine. C'est dans un paragraphe, ça vient dans un certain. Enfin, ce sont des philosophes difficiles. Marx et Engels, c'est pas des gens qu'on lit comme ça en 3 minutes. Hein. Il faut se donner la peine de les approfondir comme on lirait, je sais pas moi, Kant ou Spinoza ou des gens comme ça. On ne ferait pas avec Marx, on ne ferait pas avec Spinoza et Descartes ou des gens comme ça, on ne ferait pas ce qu'on fait avec Marx
comme, bon, allez, on prend un truc par-ci, on prend un truc par-là, on en lit 3 lignes par ici, on en lit 3 par-là, et après on se dit marxiste. C'est pas sérieux. Et donc il y a eu ces 2 épisodes quand même, qui se sont en quelque sorte non pas compensés l'un l'autre, mais renforcés l'un l'autre. C'est-à-dire que bon, en Union soviétique, notamment dans, les années qui ont suivi la guerre, on a eu l'épisode Lysenko, mais il n'était pas, isolé. Il n'était pas isolé, il prenait, racine dans un dogmatisme global, si vous voulez. Quand on voit par exemple, si vous voulez, que par exemple le grand idéologue du Parti communiste de l'Union soviétique à l'époque, qui s'appelait Andreï Jdanov, hein, bon, que Andreï Jdanov explique dans une conférence faite aux philosophes soviétiques à Moscou, que la question Hegel est réglée, hein, et que donc il y a encore des philosophes parmi vous qui travaillent sur Hegel, et ben c'est du temps perdu et de l'argent perdu par la collectivité soviétique. Puisqu'il y a Marx et Engels, en gros, ben, on a dépassé tout ça et on peut, bon, on va étudier donc, d'accord, oui, Marx, ou on va étudier Hegel, ou on va étudier Kant, etc., pour l'histoire de la pensée. Mais en gros, ça n'a plus rien à nous apporter. Or, Lénine, avant de mourir, hein, il écrit dans ses cahiers sur la dialectique de Hegel, parce que lui, entre, disons, toute une série de prises de position du point de vue politique, il étudiait les grands textes classiques, et il écrit les marxistes qui n'ont pas lu et compris à fond la logique de Hegel ne peuvent pas se dire marxistes. Bon. Et Jdanov, quand il dit ça, il se dit marxiste-léniniste. Donc non seulement il n'a pas lu Hegel, mais il n'a pas lu Lénine, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Hein, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Alors ça fait beaucoup de mal, bien évidemment. Mais comment est-ce qu'on a réagi à ça? Eh bien, on a réagi à ça par un virage dans l'autre sens, complet, c'est-à-dire non pas dans le sens d'une lecture non dogmatique du marxisme, d'une lecture enfin, d'une approche comme celle que Marx aurait aimé connaître, quoi. Hein. Marx disait lui-même qu'il n'était pas marxiste. Bon, donc en fait, en gros, bon, on peut se dire marxiste du point de vue de la lutte des classes, si vous voulez, hein, mais en jetant le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Voilà ce qui s'est passé, quoi. Hein. Donc, en fait, bon, le léninisme, c'est une sottise, etc. Disait Lénine, toutes les 5 minutes, on est ébloui par l'intelligence de Lénine, hein, et par le fait qu'il n'est pas du tout sectaire, pas une seconde. Il écrit, par exemple, le matérialisme intelligent est plus proche de l'idéalisme intelligent que du matérialisme bête. Hein. Bon, ça veut dire quoi? On voit bien. Et là, on passe à l'inverse, on passe à toute une... Je parlais de Garaudy tout à l'heure. Hein. Garaudy, bon, d'un seul coup, il y a les révélations du 20e congrès sur ce qui s'est passé à l'époque de Staline, etc., bon, sur un certain nombre de sujets, et du coup, alors là, c'est la panique à bord, et on jette par-dessus bord, enfin, on brûle ce qu'on avait adoré la veille, et on se débarrasse de toute une série d'outils. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, il faut évidemment repartir sur ces outils, séparer la rouille, en quelque sorte, du fer, hein, quelque part, et retrouver le tranchant. Retrouver le tranchant, comme on fait dans tout domaine, comme font les ouvriers dans une usine, quand ils héritent des ouvriers de l'atelier précédent. Les outils, on les affine tout le temps, on les soigne, hein, on les soigne. Hériter, c'est pas simple, hein. Hériter, c'est pas simplement, tiens, hop, je prends ça, et hop, je l'ai. Non, parce qu'après, quand vous héritez d'un outil, il faut, 1, l'entretenir, 2, savoir s'en servir, 3, le perfectionner, 4, le transmettre au suivant. C'est toute une opération, l'héritage. Et je crois que de ce côté-là, il y a un loupé monstrueux dans l'héritage. Il y a un moment où l'héritage n'a pas suivi, quoi, en quelque sorte. Et vous voyez bien, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Dans la nature, on n'a pas ce problème-là, dans la nature proprement dite. Chez les animaux, il n'y a pas d'héritage à proprement parler. Chez les animaux, il y a une hérédité qui se transmet à travers l'ADN, l'ARN, etc., des choses comme ça. Bon, nous aussi d'ailleurs, hein, on est des animaux aussi, nous sommes aussi des animaux, et donc tout ça se transmet en nous. Mais pas seulement. Et donc chez les animaux, il n'y a pas de loupé de ce genre, parce que tout simplement, bon, même s'il arrive que bon, les espèces proches de nous, par exemple des singes, etc., puissent de temps en temps utiliser des outils, fabriquer des outils sommaires et ainsi de suite, d'abord ça va très loin, et deuxièmement, ils ne se les transmettent pas de façon telle que de génération en génération, ça puisse se perfectionner. C'est pas de l'ordre de l'héritage. Alors que nous, on a précisément tout ça. Et ça peut foirer. Ça peut foirer, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a beaucoup plus de moyens, mais aussi on a beaucoup plus de moyens de ne pas se servir intelligemment des moyens qu'on a créés. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une bataille inséparable qui est d'ordre idéologique d'une part et d'ordre organisationnel d'autre part. Il faut s'organiser.
Il faut recréer les outils d'organisation, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. On ne va pas entrer ici dans le détail de ce qu'on peut entendre par là, on n'aura pas tous la même conception de ce qu'il faut faire pour se réorganiser, mais en tout cas, bon, vous voyez, simplement un truc très simple, tout bête, hein. Mais bon, la conclusion du manifeste communiste de Marx et Engels, 1848, c'est, tout le monde le sait, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est ce qu'on appelle l'internationalisme prolétarien. D'accord? Bon. Eh bien, regardez, il y a aujourd'hui une internationale socialiste, il y a une internationale chrétienne qui s'appelle le Vatican, par exemple, il y a l'OMC, il y a l'OTAN, il y a... Où est l'internationale communiste? Elle a disparu depuis 1943. Et trouvez-moi un sujet sur lequel les militants du mouvement communiste international soient d'accord, hein, et où ils tirent véritablement ensemble. Bon, donc si vous voulez, les outils, et qui c'est qui les a cassés, ces outils? Est-ce que c'est la bourgeoisie? En tout cas, on l'a aidée, hein. Elle les a pas cassés, c'est pas la bourgeoisie qui a décidé en 1943 d'arrêter l'internationale communiste, par exemple. Je ne dis pas que c'était forcément une décision fausse dans l'instant, parce que, évidemment, les soviétiques avaient en tête de faciliter l'ouverture du second front en Occident, hein, pour ne pas être seuls face à Hitler. Ils avaient déjà des millions de morts, et donc bon, on peut comprendre tout ça. Mais ensuite, que dans les 80 ans, ça fait quand même 80 ans tout ça, qui ont suivi, on n'ait pas réussi à refaire ça. Et bon, on ne peut pas dire que les trotskistes aient fait mieux, puisque la 4e internationale a éclaté en 1000 morceaux, etc., etc. Bref, il y a quand même une culpabilité historique assez terrible de ce côté-là, hein. On n'a pas remis en place les outils nécessaires. Et si vous voulez, même sur l'histoire du mouvement communiste international, des pays socialistes et ainsi de suite, il y a quand même, par exemple, le fait que lorsque tout ça s'est cassé la figure en 1989, 91 et ainsi de suite, regardez un petit peu, il n'y a même pas eu une solidarité minimale pour soutenir les gens qui là-bas étaient persécutés parce qu'ils n'avaient pas remis le drapeau dans la poche, en quelque sorte. Je ne parle même pas des chefs, si vous voulez, mais je parle des braves communistes de base, là, 130 000 enseignants chassés de l'éducation en Allemagne de l'Est, par exemple, hein, dès la, entre guillemets, réunification. Et qu'est-ce qui a été fait pour les défendre? Et ainsi de suite. Vous voyez, bon, ne serait-ce que, par exemple, la solidarité B à bas, comme celle de Victor Hugo, qui ouvre sa maison aux communards quand ils sont en fuite. C'est-à-dire, donc, bon, au moins, ne pas les laisser tomber, ne pas les laisser dans la bouise. Bon, je parle d'eux comme j'aurais pu parler de bien d'autres dans les pays du tiers-monde où la chasse aux communistes, encore à notre époque, est encore terrifiante. Il y a des tas d'endroits où, quand je dis les communistes au sens large du mot, hein, au sens très large du mot, pas forcément de ceux qui ont une carte avec une faucille et un marteau dessus, hein. Donc, c'est un point qui me paraît vraiment important. Et quant à l'hypothèse communiste dont vous parliez tout à l'heure, donc l'expression de Badiou, hein, par exemple, eh bien, effectivement, c'est déjà énorme que d'arriver à tenter de la rouvrir, hein, parce que bon, elle a été fermée à une certaine époque. Rappelez-vous que dans les années 90, pour ceux qui ont vécu ça, il y avait tous les jours, à la télé, à la radio, des émissions sur ce qu'on appelait la mort du communisme. C'était terrible d'ailleurs à encaisser, parce que quand on était communiste et qu'on nous annonçait tous les jours, quand on ouvrait la télé, qu'on était mort, et qu'on se disait, ah bon, mais alors, je suis donc un fantôme, quoi, hein. Bon, un spectre m'habite littéralement, puisque bon, je suis moi-même. Eh ben, regardez déjà à l'époque, ça a frémi du bon côté, puisque, contradiction des contradictions, on a parlé tout à l'heure du postmodernisme, qui a été le premier intellectuel à l'époque, en 91 ou 92, à relancer l'hypothèse communiste en parlant du spectre de Marx? C'est Jacques Derrida. C'est Jacques Derrida. Donc, la contradiction, elle a regermé dans le postmodernisme lui-même, parce que, bon, si vous voulez, le matérialisme intelligent est plus proche de l'idéalisme intelligent que du matérialisme bête, et Derrida n'était pas un con. Voilà, pour le dire en 2 mots. Et donc ces gens-là, alors on aime ou on n'aime pas Derrida, moi il y a des trucs que je trouve insupportables quand je lis Derrida, dans la forme, hein, plus que dans le contenu, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà, il a quand même assez vite compris que ce qui était en train de se passer là, c'était sinistre, et que ça annonçait des régressions terribles sur tous les côtés. Il n'était pas idiot, il a compris ça. Donc on n'est pas... on a des points d'appui. On a des points d'appui, y compris quelquefois en face, littéralement, hein.
Voilà, bon, je peux pas développer beaucoup plus longuement, mais très bien des choses à dire aussi. On arrive tout doucement à 20h. On peut peut-être continuer maintenant de manière plus informelle nos échanges, c'est aussi assez utile. Et je sais pas si j'ai vu une pompe à bière, mais elle ne doit pas marcher. À tout. Non, c'est pas sûr. L'alarme se met en route à chaque fois qu'on tire dessus. Bon, bah écoutez, on peut toujours se rapprocher de la pompe à bière, mais on boira pas de bière. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci de votre gentillesse.